Merci de m'accueillir ici à Poitiers. Et bonjour à toutes et à tous. Et donc j'ai la lourde tâche de vous tenir éveillés en ce début d'après-midi au moment de la sieste. En tout cas, c'est comme ça dans le sud qu'on fait en général. Voilà. Donc en quelques mots, je suis psychosociologue. C'est un gros mot pour dire quoi? Pour dire tout simplement que l'approche que je vais vous proposer est une approche qui intègre l'individuel et le collectif. Et en particulier, cette dimension de l'autorité, on peut la penser au niveau individuel. Finalement, est-ce que j'arrive à assumer une autorité? Quel type d'autorité j'exerce? Au service de quoi j'exerce cette autorité? Mais de prendre également conscience que l'autorité que vous exercez aujourd'hui en tant que chef d'établissement ou en tant qu'IEN, c'est une autorité qui s'inscrit dans une culture. Et qu'on le veuille ou non, on est imprégné, en fait, de cette autorité culturelle. Voilà. La seconde chose, c'est que ce sur quoi je travaille particulièrement en tant que psychosociologue, c'est la dimension relationnelle. Quels sont les types de relations que l'on a les uns avec les autres? Donc on va porter son attention particulièrement sur la relation. Et je travaille plus particulièrement sur la relation de pouvoir, sur la relation éducative, sur la relation d'autorité. Qu'est-ce que je fais du pouvoir que j'ai sur l'autre en tant que chef d'établissement? Mais on travaille au sens large sur cette relation d'autorité dans des contextes divers, donc particulièrement dans le monde de l'éducation d'où je viens, puisqu'au départ je suis éducatrice spécialisée. Et donc dans ce domaine de l'éducation, on va travailler avec des enseignants, des chefs d'établissement, mais également des animateurs socioculturels, des puéricultrices. Donc sur cette dynamique de la relation éducative. Je travaille également dans le monde de la justice, auprès de policiers, de gardiens de prison, de contrôleurs dans le tramway de Montpellier, etc. Comment j'exerce cette autorité sans faire violence et en gérant l'agressivité qu'elle peut déclencher chez les autres. Et puis également dans le monde de la santé, auprès de médecins, d'infirmiers, comment gérer l'inquiétude ou l'agressivité des patients et des familles, comment gérer les relations dans l'équipe médecin-infirmier. Et également un chantier assez intéressant, même s'il n'est pas des plus simples, c'est en entreprise, les relations entre cadres et syndicalistes, autour de ce dialogue qui essaye d'être un dialogue social, comme on dit. Voilà, donc vous m'entendez bien avec le micro, ça va? D'accord, super. Et cette approche de l'autorité, c'est pas une approche juste intellectuelle. En fait, l'autorité, c'est avant tout une présence. Et donc, c'est pour ça que je pourrais vous parler pendant des heures d'autorité. C'est pas ce qui nous aide forcément quand demain, il y a un élève qui a un comportement violent ou un élève qui transgresse une règle. On voit bien que ça nous touche, ça nous affecte, pas juste dans notre intellect, mais également dans notre corps et nos émotions. On peut se retrouver en colère, on peut avoir peur, on peut en avoir marre. Et vous guidez, en plus, vous managez, vous dirigez des équipes qui sont aussi pas juste des cerveaux, pas juste des têtes, mais qui ont aussi des émotions et des sensations. Donc l'autorité, ne peut s'aborder, de mon point de vue, sans aller regarder cette dimension globale de la personne. Et c'est pour ça qu'on utilise dans notre travail une approche qui s'appelle le théâtre forum, qui est une approche qui a été inventé il y a une 50aine d'années maintenant par un Brésilien qui s'appelle Augusto Boal, et dans lequel le travail, c'est de partir de situations qui font problème, des situations de conflit, des situations de violence, et qui se terminent mal. Et de se poser la question, finalement, dans cette situation, si j'étais dans cette situation, ou lorsque j'ai été dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre que ce que j'ai fait, et qui ne m'a convenu qu'à moitié. Voilà. Donc ça touche l'approche systémique, en fait. C'est-à-dire de voir nos relations comme un système, c'est-à-dire que les enseignants avec lesquels vous travaillez et les élèves avec qui sont dans vos établissements ne se comportent pas indépendamment du contexte dans lequel ils sont. Donc voilà pourquoi on utilise cette approche du théâtre forum. Aujourd'hui, je suis venue seule, ce qui est assez rare pour moi. En général, je suis accompagnée d'un ou deux comédiens. Et on va travailler pour la première fois à partir de vidéos.
Voilà, donc on va vous présenter 3 vidéos qui vont incarner 3 courants de l'autorité, je vais vous en dire un petit peu plus, et qui vont vous permettre de voir en fait ces attitudes de l'autorité, pas juste d'un point de vue intellectuel et mental, mais d'aller regarder aussi au niveau du non-verbal, comme on dit, en fait au niveau physique et émotionnel, ce qui se passe dans ces interactions. Voilà. Alors, on va partir On va faire un constat, déjà, rapidement, et puis ensuite on va aller regarder d'un peu plus près d'où on vient en termes d'autorité. Parce que tous autant que vous êtes ici, moi y compris, avant d'exercer une autorité, on en a reçu une. On a reçu une autorité, on a eu des modèles qui ont été incarnés, et cette autorité s'est plus ou moins bien passée. Et elle est plus ou moins consciente ou inconsciente. Et donc nécessairement, on est parfois en train de reproduire des choses qu'on a reçues, ou au contraire de s'opposer à des choses qu'on a reçues. Et donc plus on met du clair là-dedans, et c'est un peu l'enjeu de cette conférence cet après-midi, c'est d'aller mettre du clair là-dedans pour gagner en liberté. C'est-à-dire, ce que j'aime bien dire, c'est mettre un petit peu d'espace entre action et réaction. D'accord, si on se réfère au film Les choristes, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans l'établissement. Est-ce que je peux continuer de respirer, compter jusqu'à 10? Est-ce que j'arrive encore à réfléchir avant de réagir? Pour aller développer cet espace des possibles en se disant je peux faire ça, je peux sanctionner, ne pas sanctionner, je peux réunir l'équipe, ne pas réunir l'équipe, je peux convoquer les parents, ne pas convoquer les parents, et d'aller mettre un peu d'espace de réflexion qui intègre les émotions dans lesquelles ces situations me mettent également. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, le constat, la première chose qu'on repère, nous, sur le terrain, c'est que l'autorité ne va plus de soi. En gros, ce que tout le monde nous dit, c'est que c'est plus difficile d'exercer l'autorité aujourd'hui qu'il y a 50 ans. En gros, ils n'obéissent plus, ou plus autant qu'avant. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou non? On va se poser la question. Mais en tout cas, quelle que soit notre place, dans l'éducation, dans la médecine, dans l'entreprise, dans la justice, c'est plus difficile aujourd'hui d'exercer l'autorité qu'il y a 50 ans. Et en plus de ça, on n'a plus les mêmes moyens. En gros, vous n'avez plus le droit de les frapper. Ça, vous ne seriez pas au courant, je vous le rappelle. Et c'est assez embêtant, parce qu'en fait, ils le savent en plus, parce que depuis qu'ils sont à la maternelle, on leur dit leurs droits. Donc dès qu'on menace de lever la main, ou dès qu'on lève le ton, ils nous disent « vas-y, frappe-moi, vas-y ». Et du coup, vous voyez bien que ça vient modifier le rapport de force. Bon, on peut encore se rattraper chez soi, ça c'est sympa. Mais si ça se trouve, bientôt ce sera interdit, comme ça l'est déjà dans d'autres pays. C'est une boutade, mais en fait, voilà, ça vient vraiment refléter ce rapport de force difficile. Et c'est fondamental d'aller voir ce qui se passe dans ce changement de rapport de force, parce que si on ne le comprend pas, eh bien, on se retrouve vite découragé et démuni, voire on a peur. Et du coup, il y a un risque qui est un changement. Et Boris Cyrulnik, dans son dernier livre, donne des chiffres que je trouve intéressants. C'est aux États-Unis, dans les appels genre SOS maltraitance. Aujourd'hui, 25% des appels, ce numéro de téléphone SOS maltraitance, sont des appels d'adultes, en particulier de parents, qui sont maltraités par des adolescents. Donc il y a quelque chose qui se transforme. On voit bien que la violence institutionnelle baisse. La violence des adultes envers les enfants, et particulièrement les tout-petits, baisse grâce au gros travail qui a été fait là-dessus, en PMI et ailleurs. Mais en même temps, il y a peut-être une nouvelle violence qui émerge et qu'il est important que nous, adultes, on comprenne afin de pouvoir la canaliser. La seconde chose qui est spécifique, c'est que les enseignants sont seuls et démunis, c'est-à-dire que et une chose qui n'a pas changé depuis 100 ans, c'est qu'en fait, les enseignants sont seuls face à leur classe. Alors, d'un côté, c'est bien agréable. Parce qu'en fait, quand on est seul, on fait ce qu'on veut. En gros, on a le programme, mais la manière dont je gère ma classe, personne ne vient trop regarder. Et c'est un des métiers dans lesquels on est le moins évalué. Donc ça donne une forme d'indépendance, de liberté. Et en même temps, quand ça se passe mal, eh bien, on est vraiment seul. Pas soutenu. Voire quand on se retrouve dans la salle des profs et qu'on va voir un collègue plus ancien, qui a un peu de bouteille, qui a de l'expérience, et que soi-même on est nouveau, on vient d'arriver, on lui dit « Dis donc, la 4e 3, là,
J'ai du mal, hein, moi, cette année, le petit Mathieu, là, il m'en fait voir de toutes les couleurs. Et en général, l'autre répond non, moi ça va, très bien, ça se passe bien. Et là, la personne repart en disant ok, merci, non mais ça va aller. En fait, ça va aller. Voilà. Donc, pas mal de solitude là-dedans. Et en plus de ça, les enseignants, d'une manière générale, sont pas formés à la relation. Or, de mon point de vue, on ne peut pas enseigner sans être en relation. On ne peut pas être chef d'établissement sans être en relation. Vous êtes en relation entre vous, vous êtes en relation avec vos équipes, vous êtes en relation avec les élèves, vous êtes en relation avec les parents. Et être en relation, malheureusement aujourd'hui, et c'est la première confusion dont j'aimerais qu'on sorte, c'est souvent, on se dit, les enseignants disent, mais on nous demande maintenant d'être des travailleurs sociaux, on nous demande maintenant d'être des éducateurs, non, on leur demande juste d'être en relation, ce qui est très différent. Et aujourd'hui, on confond en fait cette compétence relationnelle, avec la thérapie. Et en fait, c'est comme si on confondait un enseignant et un orthophoniste. Ce n'est pas le même métier. Ceci étant, aujourd'hui, on est un des rares pays en France où on recrute les enseignants uniquement sur leur savoir et pas sur leurs compétences relationnelles. Donc, on les recrute là-dessus. Certains, je dirais de façon intuitive ou parce qu'ils sont intéressés là-dedans dans leur vie, arrivent à avoir cette capacité relationnelle, mais un grand nombre d'entre eux sont assez démunis par rapport à ça, et en plus, ils ne sont pas formés encore à cette dimension relationnelle. En IUFM, on travaille en IUFM depuis quelques années maintenant, mais de façon assez ponctuelle, sur les mécanismes de base de la relation. Mais en gros, comment j'anime un groupe, comment je gère les relations entre les élèves, comment je fais d'une classe un lieu de coopération, comment je gère les conflits pour que ça devienne constructif. Pour l'instant, tout ceci n'est pas encore enseigné, je dirais. Donc ça va être d'autant plus difficile de demander ça aux élèves si les adultes n'en sont pas capables. Les adultes, les élèves, ce qu'ils regardent avant tout, c'est comment ça se gère les conflits dans la famille, entre papa et maman. Comment ça se gère les conflits entre les enseignants. Comment se gèrent les conflits entre ce que dit mon prof et ce que dit ma mère. Qu'est-ce que dit ma mère de l'école et qu'est-ce que dit l'enseignant de mes parents. C'est ça qu'ils apprennent. Donc en fait, c'est important d'être conscient que la difficulté que l'on a, c'est comment on incarne nos valeurs. Et finalement, au-delà des savoirs, qu'est-ce que l'on transmet? Au-delà des savoirs, qu'est-ce que l'on transmet? Voilà. Alors, en deux mots aussi, c'est important de clarifier un peu cette définition de l'autorité, parce que là aussi, on est parfois dans la confusion. Il y a deux étymologies au mot autorité. Il y a d'une part la potestas et d'autre part l'auctoritas. Alors, la potestas, c'est vraiment le pouvoir qui m'est donné de par mon statut. Donc, en tant que chef d'établissement, vous avez un certain pouvoir qui vous est conféré, une responsabilité, un devoir, on peut l'appeler de différents mots, et des limites à cette manière d'exercer l'autorité. Et les enseignants ont également un statut qui leur confère de la même manière une manière d'exercer l'autorité, et puis les parents, et puis les policiers. Et vous voyez, etc., en fonction du statut que l'on a, on peut plus ou moins faire pression sur l'autre. Et ce matin, vous avez travaillé sur la sanction, et on voit bien que la sanction est un des moyens de faire pression, et qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle sanction. On pouvait utiliser n'importe quelle sanction tant que l'autorité n'avait pas de limite. À partir du moment où on met une limite à l'autorité, alors on peut commencer à penser la maltraitance. On peut commencer à penser la violence institutionnelle. Tant qu'il n'y a pas de limite, l'autorité, on peut tout faire à partir du moment où l'idée c'est de faire rentrer l'autre dans le droit chemin. Donc ça c'est le premier point d'appui, je dirais, de l'autorité, le premier levier, c'est mon statut. Et on voit bien qu'il y a certains statuts qui sont plus difficiles que d'autres, qui vont déclencher en face des attitudes. Par exemple, on travaille du personnel de cantine, en primaire ou en collège, sur les difficultés qu'elles, parce qu'en général ce sont des femmes, qu'elles rencontrent dans leur travail, et particulièrement le manque de respect, en tout cas ce qu'elles vivent comme un manque de respect de la part des élèves, mais également parfois de la part des enseignants ou de la part des parents.
C'est clair que quand le chef d'établissement arrive dans la cantine, le silence se fait. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et il ne va pas se déclencher la même chose quand je m'adresse au chef d'établissement ou quand je m'adresse à la personne qui est en train de passer l'éponge sur la table. D'accord ? Donc il y a des statuts qui vont être plus difficiles. Les statuts d'aide éducateur aussi étaient parfois un peu difficiles parce que est-ce que j'ai le droit de dire ce que je pense ? Est-ce que j'ai le droit de sanctionner ? Quelle place j'ai ? Donc clarifier le statut est quelque chose d'important pour poser une autorité qui fonctionne. Et on travaille à l'inverse avec les contrôleurs du tramway à Montpellier, avec leur blouson et marqué assermenté. Ils sont à peine arrivés dans le tramway que déjà ils se reçoivent des insultes, quand c'est pas des cailloux, etc. Parce que ce qu'ils représentent va déclencher facho, etc. Donc ils ont aussi à gérer ça, comment ne pas entrer dans cette spirale de la violence qui est déclenchée par le statut et par le rôle qu'ils ont. Comment ne pas avoir une attitude qui rajoute de « Ah bah tu vois, je savais bien que c'était un facho ». Voilà, donc de bien voir que ce statut il joue sur notre autorité. Et puis, la deuxième étymologie du mot autorité, c'est l'auctoritas, qui vient, c'est la même étymologie que pour le mot auteur, qu'on retrouve dans l'expression faire autorité. Et cette autorité, c'est vraiment l'autorité qui est le charisme, l'ascendant. En fait, qu'est-ce que j'ai développé ? Qu'est-ce qu'on développe pour arriver à se faire entendre indépendamment de son statut ? Et on le voit bien, deux enseignants qui ont donc le même statut, avec une même classe par exemple, eh bien un va arriver à être le guide de cette classe, à l'animer, à la contenir, à la faire travailler, et un autre enseignant aura plus de mal. Donc c'est cette dimension plus subjective de l'autorité, plus intérieure, et c'est ce travail-là aujourd'hui qui n'est pas fait, à mon sens encore, qui n'est pas donné aux enseignants et qui leur rend parfois la tâche difficile. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les moyens qui sont donnés par rapport au statut, c'est-à-dire la potestas, ces moyens-là baissent, puisque, comme je vous le disais, on ne peut plus frapper, on ne peut plus sanctionner d'une certaine manière, on doit faire attention aux propos que l'on a, etc. Et c'est tant mieux, parce qu'on va voir que ça protège les personnes qui reçoivent l'autorité. Mais en même temps, on n'a pas encore, à mon avis, suffisamment donné les moyens pour que chacun puisse développer son auctoritas et puisse ainsi avoir deux leviers qui se complètent, qui sont la potestas et l'auctoritas, qui sont le statut et mon ascendant personnel que je peux avoir sur autrui. Alors, on va aller regarder maintenant un peu, finalement, quelles sont les différentes manières que l'on a d'exercer l'autorité. Et pour ça, c'est important de voir que y a certains courants d'autorité qui ont traversé l'histoire. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, mais on va s'intéresser à trois courants principaux, dont le premier est le courant normatif. Le courant normatif, puis on va voir un deuxième courant qui est le courant rationnel, et un troisième courant qui est le courant empathique. Ces trois courants, ils ont été importants parce qu'ils ont chacun apporté quelque chose de nouveau dans la manière d'exercer l'autorité. Donc ils ont permis de faire évoluer quelque chose. Et en même temps, chacun de ces courants a également ses limites. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau courant qui est venu derrière pour aller remédier, je dirais, aux limites du courant précédent. Et donc chacun d'entre nous, on est, je dirais, imprégné de ces différents courants. Et sans doute, vous allez vous retrouver dans les personnages qui incarnent ces trois courants. Et dans une équipe également, on va voir qu'il y a ces courants qui sont là. Il y a des gens qui vont être plus normatifs, des gens plus rationnels, des gens plus empathiques. Et souvent, ça s'oppose. Alors qu'un des enjeux, à mon avis, des responsables d'établissement, c'est d'aller faire en sorte que ces différentes attitudes dans l'autorité puissent devenir complémentaires et puissent former une autorité contenante en termes d'institution, en termes d'équipe, au-delà de chaque individu. Et non pas un affaiblissement mutuel de chacun d'entre nous parce qu'on est sur des positions différentes. Voilà, donc le premier courant qu'on va vous présenter, c'est le courant normatif, qui est sans doute celui dans lequel la plupart d'entre vous
ont été nourris parce que c'est éduqué dans leur enfance. C'est un courant, on va dire, pour être très bref, qui a été tout à fait dominant jusqu'à mai 68, où là, pour être un peu caricatural, il y a une brèche qui est entrée dans le système. Donc c'est un courant qui, je dirais, comme objectif principal, transmettre de gré ou de force certaines valeurs et certains comportements. Alors, avant de vous en dire plus, on va vous présenter une vidéo d'une enseignante qui s'appelle Madame Decker et qui va incarner ce courant dans une situation très simple qui se passe dans une classe. Alors, ce n'est pas des situations que vous vivez sur le terrain, puisque vous n'êtes plus ou pas enseignant, mais c'est important pour vous de savoir que les élèves de votre établissement reçoivent ce type d'autorité. Et quand les enseignants transmettent ce type d'autorité, exercent ce type d'autorité, est-ce que ça vous convient ou non? Dans quelles limites? Et comment faire évoluer l'affaire si ça ne vous convient pas? L'objectif étant, à mon sens, d'être au plus près de l'incarnation des valeurs que vous souhaitez transmettre dans votre établissement. Voilà, donc je vous laisse aller à la rencontre de Madame Decker. Oui, donc je m'appelle Isabelle Decker, je suis enseignante en anglais, ça fait déjà 12 ans que j'enseigne et si j'ai un constat à faire, c'est qu'aujourd'hui c'est vraiment plus du tout la même chose qu'il y a 12 ans, les élèves ils ont vraiment évolué, c'est plus aussi simple. Moi ce que je demande pour pouvoir être dans un apprentissage correct, c'est un minimum de respect et de politesse en classe, ça me semble être la base, qui aujourd'hui, c'est pas tellement évident pour tout le monde. D'ailleurs, je me pose la question des fois où sont les parents. Ils sont pas toujours très très présents et les élèves, ça part un peu dans tous les sens. Donc du coup, il me semble fondamental aujourd'hui de poser des règles, de reposer en tout cas un minimum de règles dans la classe pour l'apprentissage. Donc du coup, moi, je leur demande de la politesse. Je leur explique avant quand je vais faire des contrôles, les choses sont claires, nettes. C'est comme ça, c'est tous les lundis par exemple, je leur donne une interro au niveau des verbes irréguliers. Il faut qu'ils apprennent. Hein, les élèves, les jeunes aujourd'hui font pas beaucoup d'efforts. Donc moi je suis là pour être derrière, pour les pousser, puisque les parents sont pas très présents. Et l'apprentissage d'une langue, ça se fait pas comme ça. Donc il faut y mettre du sien. Donc du coup, je suis très présente là, je leur demande, c'est vrai, je leur demande beaucoup, mais il me semble qu'ils en sont capables. Ils en sont capables. Donc là, j'ai une classe de 5e, particulièrement difficile. Ils sont arrivés avec un niveau, on va dire, très bas en anglais. Bon, du coup, moi je suis partie sur des choses très simples. Tous les lundis, on fait un contrôle, 10 verbes irréguliers, 10 minutes, notés sur 10. C'est pas très compliqué, et encore, c'est laborieux, je vous le cache pas, c'est assez laborieux, mais je m'y tiens, parce qu'ils en ont besoin. D'ailleurs, j'y cours maintenant avec cette classe, donc je vais rejoindre ma classe. Espérons qu'aujourd'hui, les élèves soient dans de bonnes conditions, que je ne sois pas obligée de faire le gendarme pendant une demi-heure, parce que imaginez qu'à chaque fois, une demi-heure de discipline, donc ça laisse peu de temps pour l'apprentissage. Espérons qu'aujourd'hui, les conditions soient bonnes. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que 5 minutes pour terminer votre contrôle. Mathilde, tenez-vous correctement. Et vérifiez bien, relisez-vous, j'arrête pas de vous le dire, relisez-vous pour éviter les fautes inutiles. Julien, je vois que tu as beaucoup travaillé. Bien, bravo, je te félicite. Allez. Léa, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ben, bien sûr, prenez-moi pour une andouille et vous faites votre contrôle avec l'aide de, bien sûr, bien vous avez vos verbes directement sur la table. Bravo, ça c'est très, très juste pour l'ensemble de la classe, alors que les autres ont travaillé, vous. Comment ça s'appelle? Vous trichez? Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle comment? Une anti-sèche. Une anti-sèche, bravo, on peut vous féliciter.
Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a triché à un contrôle? Mais lorsqu'on a triché, là, j'ai pas triché. Vous avez triché, arrêtez s'il vous plaît. Hein. Ah non, hein. Là, ce que je vois, vous avez l'anti-sèche, vous avez votre copie devant vous, tout le monde est en contrôle, et vous recopiez vos verbes. Donc pour moi, c'est de la triche. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a triché à un contrôle? Vous connaissez la règle, on en a déjà parlé, je vous l'ai expliqué. Qu'est-ce qui se passe, Léa? On a 0, merci Mathilde. Allez, c'est direct, une copie de moi pour moi à corriger, c'est très bien. Vous n'avez plus qu'à attendre tranquillement que vos camarades, eux, terminent leur contrôle. Par contre, vous allez me sortir votre carnet de liaison afin que je m'informe vos parents. Putain. Pardon? Mais ça, ça Pardon? rigole. Mais d'abord, vous me donnez votre carnet correctement, en apprend. Et avec respect. Puisque... Mais c'est vrai, c'est dégueulasse, j'ai déjà 0 Alors, signé, mes parents ils vont signer le contrôle. Vos parents vont Mais putain, signer. merde, c'est bon, moi. Pardon? Ok, alors, vos parents vont être informés et vous allez avoir une heure de colle. Mais madame, C'est c'est trop trop grave, arrogant. c'est dégueulasse. Eh bien, puisque c'est Mais un merde, chiffre, c'est vous en bon. aurez 2. Mais c'est bon, ils vont le savoir là, il n'y a pas besoin d'en rajouter. 3 heures. Je continue? Je peux continuer, moi. Hein. Je peux passer à 4. Aucun problème. Je préfère. Donc, vous serez avec nous pendant 3 heures mercredi. Je vous remercie. Bien, pour les autres, c'est bon, vous posez votre stylo et je ramasse les copies. Des réactions à chaud comme ça? Est-ce que ça vous semble caricaturé? Est-ce que pas trop? D'accord. Comment? Il y a plus de d'équerre en France que de Dupont. Alors effectivement, ça, c'est un courant qui est encore assez présent, hein, le courant normatif. On va voir que on va essayer dans chacun des courants, en fait, on va essayer de regarder finalement quels en sont les bénéfices et quels en sont aussi les risques et les limites. Alors, les bénéfices de Madame Decker, dans sa manière d'agir, c'est l'ordre. C'est clair. On sait où on est. Vous savez, ces profs dont on disait c'est l'air mais juste. C'est-à-dire, on sait que si on triche, on a 0. On sait que si on arrive en retard, on a un avertissement. Les règles sont posées clairement et on sait en plus que c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que si je frappe un de mes camarades, je vais être sanctionné, mais si quelqu'un me frappe, il sera sanctionné également. Donc en fait, ça vient c'est un premier niveau qui est fondamental pour pacifier les relations et apaiser les peurs, je dirais. Même si on va voir que ça déclenche d'autres peurs. Et que les établissements scolaires dans lesquels il n'y a pas ce minimum d'ordre posé par les adultes, on reste dans la loi de la jungle. D'accord ? Si dans une cour de récréation, il n'y a pas un minimum d'ordre, de règles qui posent la manière dont doivent se faire les comportements et les interactions, alors si à chaque fois que je vais voir le prof et qu'on me dit « Ah bah c'est comme ça, dans la cour de récré, t'as qu'à te défendre », eh bien du coup, ceux qui sont les plus forts vont élargir leur territoire et ceux qui sont les moins forts vont rétrécir leur territoire. Et ça a une conséquence forte sur les apprentissages, parce qu'en fait, c'est difficile d'apprendre quand on a peur. Donc, si c'est pas clair ce qui se passe, si je me sens pas protégée dans cette institution, dans cette école, eh bien du coup, je vais avoir plus de mal à apprendre. D'accord ? Donc le bénéfice important, c'est vraiment cet ordre, cette protection qui est posée. En même temps, on voit bien que la valeur clé de Madame Decker, c'est le respect, mais tout le monde parle de respect. On ne respecte pas tous la même chose. On le voit bien, les gamins, quand ils se battent entre eux, ils disent respect. Bah ouais, respect, c'est que l'autre, il a eu le courage d'y aller. Ils vont respecter la force, par exemple. Et puis, peut-être qu'un enseignant va demander le respect du statut. Ou vous-même, vous allez dire, je suis le chef d'établissement, là, tu respectes mon statut. Je suis ton parent, là. Tu respectes mon statut. Et puis, on va voir que le courant rationnel va respecter la compétence, plutôt. D'accord ? En tout cas, pour Madame Decker, ce qui est important, c'est l'obéissance. La valeur clé, c'est l'obéissance. Et s'il n'y a pas cette obéissance, si l'élève ne se conforme pas à ce qui lui est demandé, au comportement attendu, eh bien, il y a sanction.
C'est une des manières d'évoluer, c'est une des manières de se socialiser. C'est vrai que, par exemple, quand on roule et qu'on sait qu'il y a des chances d'avoir un PV, eh bien, même si on n'est pas d'accord avec cette règle, on l'applique parce qu'on ne veut pas la sanction. Donc la sanction fait évoluer nos comportements. On met tous la ceinture aujourd'hui dans la voiture, il y a 30 ans, on ne mettait pas les ceintures. D'accord ? Donc les sanctions font partie de quelque chose qui permettent de faire évoluer les comportements. Par contre, quelles sont les limites ? Qu'est-ce qu'elle ressent, cet élève, à votre avis ? On le voit bien, dans son corps, il y a déjà ce qui se passe entre les deux élèves, qui est important. C'est que ça va créer entre les élèves des relations de violence sournoise. C'est-à-dire que c'est pas moi qui me suis fait prendre aujourd'hui, mais je peux pas dire ce que je pense à l'autorité, ou en tout cas je suis pas entendu, donc tu vas voir quand on va se retrouver dans la cour de récré. D'accord ? Donc ça crée des relations de violence sournoise entre les élèves, et puis ça crée en fait une sorte d'infantilisation, puisque en fait on laisse l'élève juste dans une position de c'est moi qui sais et toi tu dois obéir. Alors ça a du sens de faire ça, et c'est peut-être aujourd'hui on verra ce qui manque. C'est d'aller dire clairement, il y a deux statuts différents. Il y a un statut d'enseignant, il y a un statut d'élève, il y a un statut de chef d'établissement. Et c'est au nom de mon statut que je te demande de faire ça. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est pas moi qui le décide. C'est la règle dans laquelle nous sommes tous et qui a un sens en termes de valeur éducative. Donc en fait, là, Madame Descartes, elle vient poser cette règle qui a été en partie posée par elle, mais en partie aussi posée par l'institution, posée par le règlement de l'école, et qui vient sanctionner s'il y a infraction. Donc ça vient mettre des limites au comportement, et c'est fondamental pour contenir les comportements. Et en même temps, comme vous le voyez dans cette manière de faire, il n'y a pas... L'élève obéit en fait à l'injonction, tant qu'elle n'a pas le rapport de force. Donc en gros, cette autorité, elle marche bien tant qu'on est plus fort que l'autre. Mais si à un moment donné, c'est-à-dire qu'en fait l'élève va obéir parce qu'il n'a pas trop le choix en fait. Et on voit que ce qui marchait il y a 50 ans, puisque cette valeur d'obéissance était essentielle, aujourd'hui, des enseignants qui fonctionnent comme ça, avec là la gamine elle est encore assez cool, elle se tait à la fin, mais il y en a qui se taisent pas. Donc ça vient chercher le rapport de force, et le risque, c'est de passer dans le duel. Et le duel, c'est une relation de domination-soumission. C'est tu vas voir qui est le plus fort, alors que l'autorité normative, c'est en référence à une règle. Et on le voit bien dans la vidéo, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la première partie, elle se réfère à la règle. Tu connais la règle. Dans la deuxième partie, quand l'élève commence à être plus grossière, on va dire, elle part sur les heures de colle. Et là, on sent que ça devient un duel qui n'est plus en référence à une règle, qui est plutôt en termes de « tu vas voir qui c'est le plus fort ici ». 3 heures, 4 heures, 8 heures. Et là, on n'est plus dans une autorité normative, on est dans un rapport de domination-soumission dans lequel l'élève n'obéit pas à une règle, mais se soumet à l'adulte. Et c'est pas ça qu'on veut transmettre, il me semble. En tout cas, ça questionne. C'est comme quand on prend un téléphone, vous avez travaillé, je crois, ce matin sur l'exemple du téléphone portable. Si je prends le téléphone portable et que je le confisque et que je dis, je te le rendrai quand ça me chantera, on n'est plus dans de l'autorité éducative, on est dans de la relation de domination-soumission. Ça va, c'est clair, cette différence ? Et donc, l'élève ne va pas apprendre la même chose dans les deux cas. Dans un cas, il apprend la frustration. Dans un autre cas, il apprend la soumission. Et qui dit soumission, dit derrière colère, haine, vengeance. Vous verrez un jour quand je serai grand. Je me vengerai. Alors, soit je me venge sur les copains, soit je me venge sur les enseignants des années suivantes. Donc, c'est important de voir ça. Et de voir aussi que quand on dit, par exemple, que les adolescents transgressent, on a presque l'impression que les ados transgressent par nature. Mais non. Un ado transgresse plus ou moins en fonction du contexte dans lequel il vit. L'adolescence, la puberté en particulier, c'est vraiment ce passage, cette différenciation nécessaire qui est poussée par la pulsion biologique,
qui est, maintenant il va falloir que je rentre dans le monde des hommes et des femmes. Il va falloir que je rentre dans le monde des adultes, et donc que je me différencie. Donc la pulsion, c'est une pulsion de différenciation. Si en face, il n'y a que du normatif, il n'y a que de la règle qui est posée, c'est comme ça et c'est pas autrement, alors soit j'obéis, soit à un moment donné, je me rebelle. Et donc, en général, on a plus de rébellion dans les familles ou dans les institutions très normatives. Puisqu'en fait, c'est la seule manière de continuer le chemin, d'une certaine manière. Puisqu'il n'y a pas d'espace de négociation, alors je peux passer par là ou rester dans l'obéissance, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ceux qui restent dans l'obéissance, ça a d'autres conséquences, et on les retrouve en thérapie 20 ans plus tard. Ça a une conséquence qui s'appelle le refoulement. D'accord ? Tu n'as pas à te mettre en colère quand je te mets un 0. Donc, ce que fait l'élève, c'est ce n'est pas de la colère. Tu devrais remercier d'être ici. Merci, madame. Donne tes excuses. Excusez-moi. Donc, ça crée une dissociation entre ce que l'enfant dit et ce qu'il ressent. Et en fait, il se coupe de ce ressenti, et c'est le processus tout bête du refoulement. Et c'est pas pour rien qu'en fait la psychanalyse est née dans une époque très normative, qui était celle de Freud, et que c'était une époque où effectivement la névrose, c'est-à-dire ce refoulement, était, je dirais, le mal de cette époque. Aujourd'hui, il faut se rassurer, les jeunes ne sont plus névrosés. Hein. Ils ont d'autres problématiques, on y viendra, qui sont plutôt les conduites addictives ou la difficulté à gérer leur frustration, mais ils sont moins dans la névrose parce qu'ils reçoivent, ils rencontrent, je dirais quand même, beaucoup moins de Madame Decker qu'on en rencontrait dans notre enfance. Ok ? Voilà. Donc, voilà en gros les bénéfices et les risques de ce courant normatif. Et puis, effectivement, comme on le voit, un des risques, c'est l'abus de pouvoir. Hein, c'est d'aller dans la domination. Donc, en fait, si on veut faire des citoyens obéissants, c'est une très bonne manière de faire. Vous voyez, après la question qu'on peut se poser, c'est finalement à quoi ça sert cette autorité ? Qu'est-ce qu'on veut former comme citoyens de demain ? Quelle société on veut demain ? Quelle bille on leur donne aujourd'hui pour devenir acteurs de la société de demain ? Donc si on veut une société dans laquelle on est des gens obéissants, parce que c'est vrai que c'est plus facile à gérer les gens obéissants, hein. C'est plus facile à manager, c'est plus facile. Eh bien, autant rester dans un courant normatif. Mais on s'est aperçu dans l'histoire, et il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans la Deuxième Guerre mondiale, eh bien que quand les chefs dérivent, quand les chefs dérapent, si on n'a que des citoyens obéissants, eh bien tout le monde suit. D'accord ? Donc, le courant rationnel, qui est le courant suivant, lui, est né de cette question de se dire, mais en fait, on ne veut pas que des citoyens obéissants. L'obéissance est un des aspects de la citoyenneté. Il y a d'autres aspects, et le deuxième aspect, c'est la capacité à penser par soi-même. Hein, c'est vraiment le libre arbitre, la capacité à penser par soi-même. Et aujourd'hui, c'est ce courant, à mon sens, qui est au cœur, en tout cas, peut-être pas des comportements des adultes dans l'éducation nationale, mais qui est au cœur des savoirs enseignés. On veut, dans tous les textes, on veut développer la capacité à penser par soi-même, la capacité à réfléchir, donc pas juste des savoirs, mais également une pensée, une réflexion individuelle par rapport à ces savoirs. Donc avec l'idée de l'importance de l'argumentation et de la pensée et de l'autonomie qu'on a dans toutes les bouches depuis la maternelle, voire la crèche, le mot-clé c'est autonomie. Donc on va voir une deuxième vidéo où ce courant rationnel va être incarné par Madame Desmots. Oui, alors moi je suis Brigitte Desmots, je suis professeure d'anglais dans cette institution depuis 5 ans là maintenant. Ça se passe très bien, les élèves, moi mon objectif c'est qu'ils réussissent évidemment, hein, ils arrivent avec un niveau d'anglais et puis on travaille pour que à la fin de l'année ils puissent avoir le bon niveau pour passer dans la classe suivante. Voilà, je leur ai préparé un petit contrôle surprise
Bon, ils me connaissent, hein, je fais régulièrement des choses comme ça. Il faut qu'ils soient prêts à tout moment. C'est pour ça que je les préviens pas. C'est comme dans la vie, il y a des imprévus dans la vie, c'est comme ça. Il faut pouvoir y répondre. Demain, quand ils seront au travail, il y aura sûrement des choses qu'ils n'auront pas prévues. Ça fait partie de la vie, donc c'est comme ça que je fonctionne. Allez, il vous reste plus que 3 minutes, vous pouvez y arriver. 20 verbes, là, allez, on se concentre. Allez, Mathilde, concentre-toi. Et ensuite, on passera au film que je vous ai promis. Allez, dépêchez-vous. Allez, Julien, mets un peu du tien. Allez. Léa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, je fais mon contrôle. Tu fais ton contrôle, ouais, mais avec quoi? Qu'est-ce que je vois là? Avec mon stylo. Avec ton stylo. Léa, arrête s'il te plaît, parce que ça m'amuse pas. Je suis pas non plus débile, d'accord? J'ai des yeux, tu vois, des yeux, donc je vois que tu as une anti-sèche. Alors attends, un contrôle, on n'est pas là, je suis pas là pour voir si tu es capable de tricher, ça j'ai assez confiance, la preuve. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu connaisses tes verbes réguliers, que tu puisses réussir ce contrôle. Et ce que je vois, c'est qu'avec ça, c'est pas possible, hein. Donc voilà, bravo. Enfin, à ton avis, pourquoi est-ce que je vous demande ces contrôles? Bah, je sais pas, moi je trouve que ça sert franchement à rien. Ça sert à rien, ouais. J'ai l'impression que ça sert à rien. Et moi, pour parler anglais, on a besoin de quoi? On a besoin des verbes. Bah ouais, mais si on veut pas parler anglais... Comment ça, tu vas pas parler anglais? Tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue universelle. Bah ouais, mais... Vous avez... Tiens, Mathilde, t'as été en Angleterre, il me semble que tu l'as raconté la dernière fois. T'as été en Angleterre. Oui. Alors, est-ce que c'était facile ou pas de parler anglais, là? Eh ben non, parce qu'il faut apprendre ces verbes. Moi, c'est pas pour moi. Les verbes, je les connais. Hein, je les connais tous. C'est pour vous. C'est pour toi, Léa. Pour que tu puisses faire une phrase correcte, te faire comprendre. Hein? Oui. Non, je comprends pas ça. Tiens, tu vas sur Internet de temps en temps. Bah oui, encore heureux. Alors, c'est en français ou en anglais la plupart du temps? Bah, c'est en anglais, mais de toute façon, il y a des traducteurs automatiques. Alors, les traducteurs, vous savez, on l'a vu l'autre jour quand on a regardé ensemble, que les traducteurs, c'est du mot à mot. Donc, ça n'a pas de sens. Il faut comprendre le sens. Enfin. Bah, la plupart du temps, ça marche bien. Ouais. Et tu veux faire quoi, tiens, quand tu vas y sans? Parce que là, tu n'es pas d'accord avec moi, mais qu'est-ce que tu Bah, vas moi, faire? je vais faire prof de gym. Tu vas faire prof de gym. Il y a des compétitions en gym, des rencontres internationales. Ouais, mais bon, moi, j'aime pas trop, on va des compétitions, je suis plus juste sport, en fait. Oui, sport. Et rencontres. Comment tu vas faire quand tu vas rencontrer tes camarades au bout du monde sans parler anglais? Bah, je leur parlerai pas. Oui. Tu leur parleras pas jusqu'au jour où tu vas trouver un petit amoureux qui sera anglais, tu verras. Bah, Bon. pour m'embrasser, franchement, il n'y a pas besoin d'anglais. Hein. Écoute, Léa, les autres, vous continuez votre contrôle. Bon, écoute, Léa, puisque tu veux pas comprendre, moi, c'est simple. Tu as utilisé ton anti-sèche, je vois que tu as recopié, tout simplement. Bah écoute, je vais diviser la note par deux, hein? Mais par deux. madame, j'ai même pas recopié la moitié. Bah écoute, moi, j'étais pas là pour voir. Donc, ce que Bah, je vois, c'est genre que c'est les mêmes choses. Donc, toc, divise par deux, et si t'es pas contente, hein, si tu continues, hein? Donc on s'arrête là? Moi, c'est depuis que je suis avec vous que j'ai des mauvaises notes. De toute façon, l'année dernière avec Madame Moreno, j'avais des super bonnes notes, je comprenais tout. Bon, écoute, et là, Léa, comme par hasard, je comprends plus rien. écoute, arrête Léa, arrête ce discours, ça m'intéresse pas. Si tu continues, si tu la ramènes encore un peu trop, je te mets 0. Hein, déjà, estime-toi heureuse là, d'avoir la note divisée par deux. Bon, allez les autres. Allez, comme Madame On Descartes, termine. c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle essaye de faire, Madame Desmots? Ben, elle essaye de convaincre de l'intérêt, du sens des études. Alors, on a pris un prof d'anglais parce qu'il faut bien choisir une matière, mais on n'a rien contre les profs d'anglais. On varie parfois nos plaisirs. Bon, là, sur la vidéo, on a pris l'anglais. Donc, elle essaye de convaincre. Et puis, en face, Léa, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Eh ben, elle essaye aussi de convaincre. D'accord? Donc, des deux côtés, en fait, on est finalement persuadé d'avoir raison. Et donc, si je suis persuadé d'avoir raison, ben, j'explique à l'autre ô combien la vérité objective, non pas une vérité, une croyance qui est là depuis toujours, mais ô combien par l'argumentation, je vais montrer que ma vision du monde est la vérité. Et l'élève, de son côté, avec les arguments qui sont les siens et la mauvaise foi, parfois qui est la sienne ou que sais-je, va essayer de démontrer aussi à quel point sa représentation est juste. Et donc, on passe dans quoi? Dans un dialogue de sourds.
Pourquoi? Parce qu'en fait, personne n'écoute l'autre. Ben oui, c'est pas très intéressant d'écouter quelqu'un qui a tort. Donc du coup, en général, on sort encore plus convaincu dans ce genre de débat contradictoire, comme on les appelle, de ô combien l'autre a tort et ô combien on a raison. Et c'est peut-être des choses que vous repérez peut-être dans vos établissements, quand il y a des conseils de classe ou quand il y a des réunions d'équipe, etc. Où en fait, on arrive avec sa vision du monde et on essaye de convaincre. On peut essayer de convaincre un parent qui va essayer de nous convaincre à quel point notre institution est vraiment n'aide pas son enfant. On peut essayer de convaincre un élève, on peut essayer de convaincre quelqu'un de l'équipe. Et donc du coup, dans ce courant rationnel, on est vraiment dans une vision, on n'est plus dans la vision du bien et du mal, on est plutôt dans la vision du vrai et du faux. Et que nécessairement, il y en a un seul des deux qui a raison. Et s'il y en a un des deux qui a raison, l'autre nécessairement a tort. Et donc on peut passer beaucoup de temps en négociation, et avec cette vision que si je suis influencée par ce que dit l'autre, j'ai perdu. Vous voyez, on est dans une culture qui est assez de compétition aujourd'hui. Et donc en fait, on vit souvent l'écoute comme le fait de perdre du terrain. Et particulièrement quand on est dans un statut d'autorité, où souvent on associe le statut d'autorité avec le fait de parler. Quand je dis parler, oui. Et donc souvent on apprend d'ailleurs, on apprend à s'exprimer devant un groupe. Il y a beaucoup de cours d'expression orale, même les élèves, on leur apprend à parler devant la classe, à faire un exposé. Mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, on enseigne très peu, on verra que ça vient un peu, mais dans le courant empathique, on n'apprend pas à écouter. Comme si écouter, ça allait de soi. Alors qu'en fait, c'est une compétence relationnelle extrêmement difficile. Et c'est particulièrement difficile d'écouter quelqu'un qui pense quelque chose différemment de moi, d'écouter quelqu'un qui est agressif dans sa manière de dire, d'écouter quelqu'un qui dit des choses qui me choquent. Par exemple, en analyse des pratiques, récemment, avec un enseignant, il disait, voilà, moi, je me sens pas comme raciste, etc. Il y a une mère d'élève qui arrive en retard, ça fait 5 fois qu'elle est en retard, et donc elle arrive, elle a le voile, et je lui fais la remarque. Je lui dis, écoutez, maintenant, ça fait plusieurs fois que vous êtes en retard, moi-même, je dois aller chercher mon enfant, donc je vous demande vraiment de venir à l'heure. Et la mère me dit, vous dites ça parce que j'ai le voile et parce que vous êtes raciste. Et hop, l'enseignant est parti. Mais comment vous pouvez dire ça, etc., etc., parce que c'était impossible pour lui d'écouter et de recevoir et de prendre la distance avec ce qu'il venait d'entendre. Parce que c'est venu le toucher dans ses émotions, pas juste dans sa réflexion. D'accord ? Donc ce courant rationnel, il est né du siècle des Lumières, au niveau théorique, je dirais. C'est vraiment cette pensée de l'être qui pense, du sujet individuel, du sujet pensant. Et c'est ce courant rationnel qui a permis le développement des sciences, le développement de la démocratie, le développement de la justice. C'est ce qui a permis de séparer, je dirais, l'Église et l'État, aussi la croyance et l'observation. D'accord ? Et donc, qui a permis de séparer la médecine de la religion, qui a permis de séparer l'éducation de la religion. Et donc, ça a été un mouvement extrêmement important. C'est ce qui a permis que tous les élèves soient scolarisés. Donc, c'est un mouvement qui a été extrêmement important pour favoriser ce développement des savoirs et de la réflexion. Quelles en sont les limites aujourd'hui ? Je dirais, c'est que, d'une part, on ne peut pas reprocher aux jeunes aujourd'hui d'être individualistes. Parce qu'on fait tout pour qu'ils le deviennent. Et c'est une bonne nouvelle qu'ils soient individués. C'est-à-dire que depuis tout petit, si je caricature, on leur demande quand ils reviennent de l'école ou quand ils y arrivent, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi ? C'est quoi ton projet de vie ? Dans vos établissements, on va regarder les projets individuels de chacun. On les note individuellement, on les voit individuellement. Donc en fait, tout leur parcours, par rapport à d'autres cultures avec lesquelles on travaille, on a une vision, sans s'en rendre compte, on est complètement imprégné
est baigné dans un courant individualiste où on est tous séparés les uns des autres. Donc ça crée de l'individualisme. La bonne nouvelle, c'est que si j'ai développé ça, eh bien même si les autres pensent différemment de moi, je peux dire à un moment donné, je ne suis pas d'accord avec ça, et moi je pense différemment de ce que j'ai pu observer, de mon expérience, donc ça va permettre la différenciation. La seconde chose, c'est qu'effectivement, on est aussi dans une... Qui dit individualisme, qui dit égalité des chances, même si elle n'est pas complètement en œuvre, dit aussi compétition. Puisque on va pouvoir changer de place, en fait. Je peux venir d'un certain milieu et je peux changer de place grâce à l'école en particulier, où je vais pouvoir progresser. Donc, qui dit émulation, dit aussi compétition. Et là aussi, qu'on le veuille ou non, ils sont tout le temps en train de se comparer. Et souvent, nous-mêmes ou les enseignants, ou vous-même ou eux-mêmes, se vivent juste comme des notes, juste comme une réussite. Est-ce que je réussis ou non? Et si je ne réussis pas, je suis nul, je n'existe plus. Donc en fait, ça crée quoi, de façon plus globale au niveau de la société? Ça crée... alors, pour ceux qui perdent, il y a un moment donné où je sors... En fait, je cherche même plus à être dans la compétition parce que je vois bien que j'y arrive pas. Donc je sors avec ce que ça peut générer comme conduite d'agressivité ou de retrait, c'est-à-dire violence envers soi-même. On peut trouver dedans des conduites à risque, on peut trouver des conduites addictives, on peut trouver de la dépression. Mais même pour ceux qui réussissent, c'est pas évident. Et nous, quand on nous demande d'intervenir en entreprise, le gros thème du moment, c'est la gestion du stress. Parce que quand on est bon... Quand on est le meilleur élève de la classe, quand on est la meilleure entreprise du marché, il faut rester le meilleur élève de la classe. Il faut rester la meilleure entreprise du marché. Donc en fait, on ne peut jamais se reposer d'une certaine manière. On est dans un mouvement où on doit faire ses preuves en permanence. Et donc, ça génère du stress. Et en fait, au niveau des relations entre les élèves, ça génère une relation de compétition où en fait tous les autres sont vécus comme des rivaux potentiels. J'ai pas beaucoup d'alliés dans l'histoire. J'ai des rivaux, j'ai ceux qui peuvent me prendre la place ou devenir le numéro 1. Et en plus de ça, on le voit bien, ceux qui restent dans l'histoire, dans ce type de culture, ce sont les numéros 1. Vous savez, cette espèce de culture de l'excellence qui a par ailleurs de bons côtés. Quand on gagne Roland-Garros, le seul qui reste inscrit, c'est le numéro 1. Le deuxième, on l'oublie. Et pourtant, il a été deuxième. Donc il y a une espèce d'hyperculture de la compétition qui génère un certain nombre de difficultés, voire de pathologies. Et j'aime bien aussi parler de cette tyrannie du cerveau gauche, c'est-à-dire que dans cette culture rationnelle, on voit le monde uniquement par le canal rationnel. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'observer, d'analyser, de comprendre. Ce qui est une des manières d'entrer en relation avec le monde. Mais on a d'autres manières. On a aussi les émotions, on a aussi les sensations, on a aussi les intuitions. Sauf que ce cerveau gauche, qui est plus analytique, il se prend pour le chef d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il dit aux émotions et aux sensations, tu n'as pas le droit d'être ici. Vous savez ce genre de phrase qu'on dit? T'as eu 0, c'est pas la peine de te mettre en colère, c'est pas ça qui te fera revenir une bonne note. C'est pas la peine de pleurer, il fallait réfléchir avant. Vous voyez, on est tout le temps en train de donner des arguments rationnels pour tenter de minimiser ce que le corps et les émotions donnent comme information. Et du coup, ça réduit notre relation au monde, et c'est un bouquin dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Le désenchantement du monde. Parce que derrière tout ça, finalement, c'est comme si ça nous ampute d'une partie de nous-mêmes qui est notre autre manière de rentrer en relation avec le monde. Quand je vois un coucher de soleil, je peux me dire, ah ouais, là c'est en train de passer au rouge, le bleu ça doit être en fait au niveau chromatique. Vous voyez, c'est intéressant, ça a du sens. Mais ça a du sens aussi juste de se laisser toucher par le coucher de soleil. Donc en fait, le risque de ce courant rationnel, c'est vraiment d'aller dans un dessèchement de la vie. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est que les enfants, quand ils se projettent dans l'avenir, ils ne se projettent pas de façon rationnelle. Ils ne disent pas je vais faire ça parce que ça, il n'y a pas trop de chômage là-dedans. Et puis en plus, bac plus 2, ouais, si je gagne 500 € par mois avec mes parents. Ils ne se disent pas ça. Ils rêvent d'abord. De quoi tu as envie?
Et le de quoi tu as envie, il est plus présent. Il est comme effacé. Donc c'est ce que va amener le courant empathique, c'est d'aller ramener la vision globale de l'être, de la personne, au-delà juste de cette dimension analytique, rationnelle, qui est juste un des éléments de la réussite. Donc on va passer à ce courant empathique qui est en fait, suite aux limites, je dirais, du courant rationnel, hein, dans lequel on est juste dans une vision de réussite, d'aller voir qu'en fait, finalement, dans l'école, est-ce qu'on veut juste que les élèves réussissent ou est-ce qu'on veut qu'ils soient bien dans leur basket, je dirais, de façon un peu familière. Et je lisais un article du Monde, là, de début janvier, sur les comparaisons entre le Danemark et la France. Et je donne en 2 mots les chiffres parce qu'ils m'ont paru intéressants avant de présenter le courant empathique. C'est que quand on demande à des jeunes de 16 à 25 ans comment ils se voient dans l'avenir, est-ce qu'ils pensent qu'ils auront un bon travail, est-ce qu'ils ont un avenir prometteur, 60% des jeunes danois disent oui et 26% des jeunes français. Donc ça nous donne juste un éclairage sur l'angoisse dans laquelle ils sont. Et alors qu'en fait, au niveau scolaire, ils sont au moins à même niveau, au niveau des compétences. Mais donc il y a quelque chose autour de la confiance en soi et de la capacité à envisager l'avenir sereinement, qui semble plus facile au Danemark, dans cet article, du moins ce qu'ils en racontent, qu'en France, alors qu'en fait, au Danemark, il y a très peu de notes, très peu d'évaluations, très peu de compétitions, etc. Donc ça vient questionner, je trouve, là-dessus. Donc on va aller jeter un coup d'œil sur ce courant empathique. On va avoir aussi les bénéfices et les risques avec Madame Cool. Je suis professeure d'anglais et ce qui est important pour moi, c'est que les élèves aient du plaisir, surtout dans l'apprentissage d'une langue. Ça, c'est quand même très important parce que c'est vivant. D'ailleurs, voilà, c'est une langue vivante. Donc moi, ce que j'aime amener dans cette classe, c'est la créativité et puis c'est l'écoute, quoi. C'est aussi les élèves sont là, ils arrivent, ils ont leurs soucis. C'est important pour moi d'en tenir compte. Vraiment développer la créativité puis l'expression orale. Pour parler anglais, il faut être à l'aise, ça c'est sûr. Bon, c'est sûr que le système, voilà, il y a les notes, ça, on est obligé d'y passer. C'est ce que je leur explique aussi aux élèves. C'est pas ce qui me plaît le plus. Il y a des notes. Donc, à un moment donné, il y a quelques contrôles, voilà. Bon, mais c'est pas ça qui donne la valeur d'un élève. Hein. Pour moi, c'est pas le plus important. Mais en même temps, voilà, il faut le faire. Sinon, dans la classe, ça se passe en général très très bien. Les élèves sont très présents. Bon, c'est sûr, il paraît que ça fait un peu de bruit pour mes collègues. Mais je ne peux pas concevoir de travailler l'anglais sans qu'il y ait de la vie, sans que ça parle. Hein. Donc moi je laisse beaucoup la parole aux élèves, c'est important. Il faut qu'ils aient envie de venir apprendre, sinon ça n'a pas de sens. Quoi. Beaucoup de mes collègues ne voient les élèves que comme des élèves. Et moi je vois des élèves qui sont des êtres humains, des enfants avec des gros soucis. Et ça me semble primordial là aussi de le prendre, d'en tenir compte quand ils arrivent en cours. Un élève qui n'est pas bien, je ne peux pas lui demander la même chose que quand il est très en forme, de bonne humeur. Donc ça c'est important. Je pense que les enseignants doivent tenir compte beaucoup de ça. C'est pas simplement des têtes pensantes, hein. C'est des individus avec leurs soucis, comme nous on a aussi nos soucis. Donc j'en tiens beaucoup compte en fait dans l'apprentissage. Là il va falloir qu'ils vont bientôt arriver. Et comme je ne l'ai pas encore noté pour le trimestre, donc là je vais leur demander de faire un petit contrôle. Et puis je vais me servir de cette note pour mettre sur le bulletin puisqu'il en faut. Et puis il y a le conseil de classe aussi. Donc ça va me permettre d'avoir une évaluation des élèves. Hein. En tout cas une évaluation, on va dire, standard. C'est bien. Allez, on continue. Julien. Allez, concentre-toi Julien. Attention, il ne reste plus beaucoup de temps. Pas mal, deux fois plus. Léa, ça s'il te plaît. Bon, allez, vous terminez, vous posez votre stylo. Et puis vous allez pouvoir sortir en récré.
Allez, on arrête. Léa, par contre, tu restes là, je voudrais te parler, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Allez, doucement. On sort. Alors, Léa, je t'ai demandé de rester pendant que les autres sont en récré. Écoute, je l'ai bien vu. Qu'est-ce que tu as fait là pendant le contrôle? Regarde, c'est là en plus. Tu as triché. Bah ouais, là, je t'ai demandé 2 fois de ranger ce papier. Moi, je suis embêtée, moi, comment je vais faire pour te noter? Mais en fait, c'est surtout parce que c'est pour que je prenne confiance en fait. Parce qu'en fait, ça me rassure. En fait, il est au fond de ma trousse, donc je le regarde pas vraiment. Mais voilà, ça me fait prendre confiance en moi. Parce que moi, j'ai peur de me tromper. Alors, c'est vrai que la voix comme ça, un peu du coin de l'œil, ça aide quoi. Bon, alors, je le regarde pas vraiment en fait, j'ai pas vraiment triché. Dis-moi, juste, Léa, tu n'avais pas appris ta leçon. Bah, pas vraiment. Eh ben voilà, t'as pas appris. Du coup, tu peux pas avoir faire un contrôle si t'as pas appris. Mais en fait, c'est parce que mes parents, ils sont séparés. Oui, ça je Alors, sais, tu m'en as déjà parlé. Alors voilà, l'organisation, mes frères et sœurs, on doit changer de maison tous les 2 jours, ils habitent loin. Alors bah oui, j'oublie des livres par-ci par-là. Donc c'est vrai que là en fait, le livre d'anglais, je l'avais oublié chez mon père. Donc j'ai pas pu apprendre. T'avais oublié ton livre. Et quand j'ai demandé à mon père de le ramener, il m'a dit non, que c'était ma faute, que je devais faire plus attention. Et vu qu'il était occupé, il a pas pu me l'amener, donc j'ai pas pu les apprendre. Là, t'as pas ton livre, quoi. Bah non, là je l'ai pas, il est chez mon père. Et ton frère, il a pas pu t'aider, ou ta mère? Bah non, ma mère elle est en dépression en ce moment, elle est pas bien, c'est pas facile. elle se sent seule et tout, et mon frère il fait que des conneries, il joue avec ses potes, il fait du bruit dans la maison. Bon, d'accord, bon, mais Léa, moi je fais comment? Tu sais bien, je vous avais dit, cette note, c'est la note qui va être sur votre bulletin trimestriel. Donc il y a le conseil après qui arrive. Qu'est-ce que je vais te mettre comme note là? C'est la note qui va être l'image de ton travail en anglais. Moi, ça me désole quoi de devoir te. Je vais diviser ta note par 2 là. Parce que, non. Léa, comment je fais là? Tu as tes mots là, tu les as recopiés. Madame, je pense à tes camarades qui vont travailler. Je vais pas recopier, et puis. Plus c'est parce que. Je sais pas ce que tu as recopié, parce que, en fait, mais non, madame, je peux pas. Hein. Non, arrêtez, si je ramène une mauvaise note à la maison, ma mère elle me tue. Hein. Comment ça, parce va que, te tuer? non, mais parce qu'en ce moment, avec sa dépression, mon frère qui fait des conneries, elle est vraiment pas bien, elle s'énerve pour un rien. Alors, si je ramène une autre mauvaise note. Une autre mauvaise note? Pourquoi t'as d'autres? Bah oui, en maths. En maths, la prof, elle peut pas me saquer. Elle balance tout sur moi, je fais presque rien, elle me crie dessus. Alors oui, j'ai des mauvaises notes, mais voilà, je peux rien faire. Non, mais c'est vrai. Je peux pas ça, madame, parce que sinon. Calme-toi, Léa, t'énerve pas, on va trouver des solutions. Tu comprends que je suis embêtée, moi, il va falloir quand même que je mette une note. Comment on fait? Non mais moi je vous promets, hein, je ferai attention. Hein. Tu me promets? J'apprendrai. Ce soir j'aurai mon livre, j'apprends. Même demain je peux refaire le contrôle si vous voulez. Hein. Bon, on va voir ça demain. Je sais pas ce qu'on va faire, mais bon, écoute, ce que moi je te demande, là, le mieux c'est quand t'as un souci, tu viens m'en parler. Bah oui, mais en fait c'est parce que là j'étais un peu arrivée en retard parce que le bus il était un peu en retard, donc j'ai pas pu venir le voir avant le début du contrôle. Bon, tu me promets que tu viens m'en parler la prochaine fois si t'as un problème de livre. Moi Oui, je viendrai. Et, tu me le dis, puis on fait quelque chose. Bon, écoute, ce qu'on va faire là. Je vais prendre ton contrôle, puis je vais réfléchir, on va voir ce qu'on fait, on va trouver une solution. Hein, allez, tu vas te calmer, tu vas prendre un peu de bon air là dehors avec tes camarades, va en récré. C'est important que tu ailles te Merci détendre. madame. Allez, puis courage. Hein. Non, vous êtes super sympa. Hein. Allez Léa, à demain. À demain. Alors, je suis sûr que vous voyez les risques de l'empathie. Ça, vous le voyez bien. Se faire manipuler. Et en même temps, c'est important d'avoir les bénéfices aussi. Qu'est-ce qui se passe pas dans les autres? C'est qu'il y a de l'écoute. Hein, il y a du dialogue, il y a de l'écoute. Et qu'on peut penser que cette élève, si elle rencontre un problème d'apprentissage ou autre, elle viendra en parler. Donc ça, il me semble que c'est un point important, c'est le premier point important. Et l'autre point important, c'est que cet élève, de par cette écoute, va clarifier ce qui se passe en elle. Elle va pas juste répondre à une injonction ou chercher à convaincre ou à être convaincue. Elle va se poser la question de ce qu'elle a ressenti, ouais, en fait, j'ai peur, donc c'est pour ça que je me mets une anti-sèche. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. À la limite, peu importe.
En tout cas, c'est le chemin qu'elle peut faire, et qui est malheureusement un chemin qu'on fait uniquement en thérapie en France. Ce chemin-là de savoir ce qui se passe en soi, on ne le fait pas avant d'aller mal. Du coup, c'est quand les élèves vont mal, ou les parents vont mal, ou les enseignants vont mal, ou vous-même, parce que là, on va dans un lieu où quelqu'un nous écoute, et on va clarifier ce qui se passe en soi. Et ça n'est pas de la thérapie, c'est un travail de connaissance de soi, qui intègre pas juste la pensée, mais qui intègre également les émotions et les sensations. Et ce qui est quand même fondamental de voir, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences nous montrent que la pensée n'est pas déconnectée des émotions et des sensations. Et que pire que ça, dans les moments de stress ou de conflit, la partie la plus élaborée de notre cerveau, le néocortex, en particulier les lobes frontaux, sont déconnectés et ce sont les émotions qui prennent le relais. Donc dès qu'on va être en situation de stress ou de conflit, on va fonctionner particulièrement par les pulsions et les émotions. Et c'est les pensées qui vont nous permettre de nous dire « Ok, là j'ai vraiment envie de tricher, ou j'ai vraiment envie de le frapper, ou j'ai vraiment envie de faire de la PlayStation au lieu d'apprendre mes devoirs. Et en même temps, je sais que j'ai envie de faire ce boulot plus tard, ou j'ai envie d'avoir une bonne note, ou etc. » Et c'est le dialogue entre les deux à l'intérieur de soi qui va permettre progressivement de guider sa vie et ses interactions avec les autres de façon plus consciente et donc plus libre. Donc ce courant empathique, il vient plutôt du monde du soin, il vient plutôt du monde de la médecine, de la thérapie, de la relation d'aide, des travailleurs sociaux, de l'éducation spécialisée, etc. Et c'est ce qui a permis tout le développement de la psychologie, mais surtout également tout ce qui touche le développement personnel, tout ce qui touche les groupes de parole, et même en fait l'heure de vie de classe, par exemple. C'est un lieu, sous réserve qu'il soit animé de cette manière, qui permet l'expression, en fait, de la manière dont je vis les choses dans la classe et dans l'institution. Et ce travail-là, il se fait au Québec et dans d'autres pays depuis 30 ans. Et je vous donnerai en référence à la fin un livre qui s'appelle le programme de développement affectif et social, où dès la petite enfance, il y a des temps de groupe de parole tout simples, qui est simplement de dire à quel endroit je me sens bien dans ma vie. Puis il y en a un qui va dire moi c'est dans ma chambre en train de bouquiner, l'autre qui va dire moi c'est sur la plage, et le troisième qui va dire c'est sur mon vélo à la sortie de l'école. Et on ne va pas chercher à argumenter qui a raison ou qui a tort, puisqu'on n'est pas dans un processus d'argumentation de recherche de vérité, on est dans le courant empathique, dans une rencontre d'intersubjectivité. Comment moi j'ai vécu la situation, comment toi tu as vécu la situation. D'accord. Donc là, c'est ce qui se passe entre cette prof et cet élève. Toi, tu as triché pour cette raison, ou tu me racontes ça, et en même temps, moi, en tant que prof, je suis embêtée. Et c'est une rencontre entre deux subjectivités. Après, le risque de ce courant, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on risque de céder, c'est accent aigu des R. C'est-à-dire que comme on est touché par l'autre, et que c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont des histoires douloureuses, eh bien, on risque de céder, alors qu'en fait, on sent au fond de soi que c'est pas juste de céder à ce moment-là. D'accord ? Donc le risque, c'est de lâcher au niveau de l'acte, mais c'est bien différent. L'écoute du ressenti, on peut ressentir ce qu'on veut, on peut éprouver de la colère, on peut éprouver du découragement, etc. N'empêche que ce sont les actes qui doivent être contenus, canalisés, interdits, obligés, et non pas l'intérieur. Donc je vous montrerai juste un petit diagramme à la fin pour parler de ça. Donc ce courant empathique, du coup cette élève, c'est vrai qu'elle n'a pas été touchée dans son estime d'elle-même, elle n'a pas été cassée par rapport au courant normatif. Et le corps et les émotions sont là. On parle de sa peur, de son stress, on peut parler de sa difficulté. Peu importe à la limite de ce qu'elle parle de sa famille ou qu'elle parle de ce qu'il y a dans la classe, l'objectif de la prof, c'est pas de faire de la thérapie, là, c'est juste d'en savoir un peu plus pour savoir pourquoi ses notes baissent, ou pourquoi elle triche à ce moment-là, ou pourquoi elle a été violente à ce moment-là. C'est juste d'aller clarifier tout ça. Et donc ça permet du dialogue. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus, et d'un sens c'est tant mieux, on voit les familles, je vous montre juste, bon, ça sera fait parce que je vois le temps qui passe. Vous voyez, dans les courants, on voit que le courant normatif est en baisse, le courant rationnel est encore
très présent dans notre culture, et particulièrement à l'éducation nationale, et dans le monde médical aussi, où on le voit, cette opposition, par exemple, entre la médecine allopathique et les médecines alternatives, complémentaires, selon comment on les voit, c'est un conflit de valeurs entre le courant rationnel et le courant empathique. D'accord ? Le courant rationnel dans lequel on va soigner les maladies, le courant empathique dans lequel on va mettre de la relation. Et on va voir la personne dans une globalité, pas juste comme un organe. Donc on voit que le courant rationnel, il est encore en pleine expansion, et que le courant empathique monte. Et il y a de plus en plus de familles qui aussi sont dans cette attention à l'enfant qui est nouvelle. Certains sont en termes de réussite, mais d'autres sont en termes de « moi j'ai envie que mon gamin il soit bien dans ses baskets ». Et ça va faire des conflits entre ces familles et vous-même. D'accord ? Donc, on voit aujourd'hui arriver sur le marché, je dirais, et à partir de la maternelle, des gamins qui n'ont jamais rencontré de frustration. C'est-à-dire que dès qu'ils rencontrent des frustrations, on balaye le chemin devant eux. Vous voyez, cette attention à l'autre peut être tellement forte qu'en fait, à un moment donné, on va lui éviter de vivre la frustration parce qu'en fait, on confond frustration et souffrance. Donc, exercer l'autorité, ça va être frustré, sans violenter, mais frustré, parce que la frustration, c'est ce qui permet de grandir. Et frustré sans violenter, ça veut dire frustré avec empathie. Je sais que c'est difficile ce que je te demande. Je sais que tu n'as pas voulu tricher, je sais que tu ne l'as pas regardé. Mais il y a une règle, et elle est posée. Elle est la même pour tout le monde. Donc vous voyez, c'est dans la manière dont on va le faire que ça va faire la différence. Je vais passer vite pour qu'on ait un peu de temps pour le dialogue et les questions. Juste, je vous donne les trois... L'idée, en fait, c'est de s'appuyer sur ces trois courants. C'est de s'appuyer sur ces trois courants pour développer, en fait, sa souplesse relationnelle, psychique, intellectuelle, dans la manière dont on va exercer l'autorité. Donc l'idée c'est de frustrer sans brutalité. Il n'y a pas besoin d'humilier, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Frustrer, c'est frustrer un comportement. Et ce qu'on sanctionne, c'est un comportement. Ou ce qu'on demande, c'est un comportement. Donc il y a cette notion de frustration, il y a cette notion de passer de l'opposition, oui mais, à ce que j'appelle et en même temps. Ok, toi tu as l'impression que l'anglais ça sert à rien, et en même temps, moi en tant que prof d'anglais, avec mon expérience et de ce que je vois, et si on enseigne aujourd'hui l'anglais à l'école, c'est que sans doute ça a un sens. Mais ok, tu peux penser et ressentir que l'anglais ça ne sert à rien aujourd'hui. C'est ok, ce que tu ressens est ok, et en même temps, il y a des instances, il y a des lois, il y a des règles, il y a des pratiques dans lesquelles je te demande d'entrer. Et enfin, de pouvoir écouter, et pas écouter juste ce que dit l'autre, mais écouter son corps et ses émotions, parce que c'est au moins aussi puissant et important que les mots. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit « je suis pas du tout en colère », vos capteurs sentent bien qu'en fait il y a de la colère. Donc en fait, ce que dit le corps est beaucoup plus puissant, parce que c'est ça qui va se mettre en œuvre et qui reste comme une bombe en fait à l'intérieur de la personne. Juste un schéma pour finir. Voilà, un schéma qui essaie de résumer les leviers que vous avez pour exercer cette autorité. Alors comment je vais faire? Je vais parler comme ça. Voilà, à gauche, à gauche vous avez l'intériorité, ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, et à droite vous avez l'acte. Donc par exemple, un élève qui dit il m'a insulté, donc il a frappé. Il a frappé, c'est l'acte. Le fait qu'il ait été insulté, et voire même qu'il se soit senti humilié, qu'il ait ressenti de la colère, tout ça c'est son intériorité. C'est ce que j'appelle la boussole intérieure en fait. Donc il a ressenti des sensations, des intuitions, il a eu la pensée que s'il se défendait pas, il allait passer pour un nul, il a été en colère, il a été touché. Tout ça c'est ce que j'appelle la boussole intérieure qui déclenche l'acte. Le courant normatif, si on est juste du côté normatif, on s'intéresse que à l'acte. Ici, on n'a pas le droit de frapper. Point final. Ce que tu as à l'intérieur de toi, je veux même pas en entendre parler. Et du coup, on empêche la connaissance de soi. Alors, on va obtenir, sans doute, des comportements à peu près socialisés,
Mais dès que l'adulte qui représente l'autorité n'est pas là, il y a de grands risques que ça repasse dans la loi du plus fort, où je fais ce que je veux quand je veux. D'accord ? Le courant rationnel, vous voyez, il va surtout s'intéresser aux pensées. Je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas frapper. Ou pourquoi tu as frappé ? Pourquoi tu as frappé ? C'est très difficile à répondre comme question. Ce n'est pas la tête qui a frappé. C'est le cerveau limbique, c'est les sensations, c'est le corps. Donc le pourquoi, il est là-haut, alors que la personne, elle est complètement dans ses tripes, là. C'est qu'est-ce qui s'est passé ? T'étais vraiment en colère. Bah ouais, attends, il m'a traité comme ça, quoi, devant les autres. Ok, et du coup, t'as frappé. Bah ouais. Et du coup, c'est cette écoute globale qui va permettre d'apaiser. Mais le rationnel, le courant rationnel s'intéresse qu'à la pensée et donc se prive des trois autres parties, je dirais, de la boussole intérieure. Et le courant empathique encourage, comme elle l'a fait Madame Kuhl, la connaissance de soi par l'écoute globale, avec le risque de laisser faire l'acte. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant d'aller développer l'écoute pour savoir ce que ressentent les gens. Et vous-même, l'écoute envers vous-même. Qu'est-ce que j'ai ressenti dans cette situation ? Qu'est-ce que je me suis dit ? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, je me suis levée Mais en même temps, ça suffit pas. Il faut aussi canaliser les actes. Donc, en fait, articuler avec souplesse ces trois leviers que sont le courant normatif, le courant rationnel et le courant empathique. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, le courant intégratif, qui est celui qui émerge tout doucement aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention. Et quelques questions ensuite, aux réactions. Merci.